Vielen Dank für die Einladung. Tout Aber ich d'abord, würde sagen, merci pour fangen cette wir invitation. sofort mit den Dias, weil wir Je vous propose zeitlich d'entrer sehr tout de suite pressé dans le sind, vif ja? du sujet Ein parce bisschen que nous früher avons aufhören. déjà un peu mordu sur notre temps et nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce que vous entendez bien la traduction en français? Très bien, merci. La Lumière? Ja. Weil hier in diesem ich habe gelesen, in diesem Schrieb steht es drinnen, J'ai vu cette petite page de présentation qui vous a été diffusée et je vois que l'on parle d'une ville fermée, que l'on dit que je dois en fait construire dans une ville fermée et que c'est plutôt des solutions que de l'invention qu'il faut développer. Alors, je trouve que c'est un ton un peu résigné que l'on emploie ici, et donc je vais essayer de le contredire quelque peu en vous montrant une réalisation qui se situe à Balzano, en Autriche. Non, en fait, c'est en Italie. En Italie, mais très près de l'Autriche, dans le Haut-Adige. Alors, je dirais que c'est un travail qui concerne les ethnies, puisque moi, je ne parle pas de race. Les races, je ne les connais que pour les chiens. Alors, dans cette ville de Balzano, à l'époque fasciste, on a énormément construit. La ville de Balzano est l'une des villes les plus mussoliniennes d'Italie. Aux portes d'une région germanophone. Quel a été l'objectif? C'était de créer un lien entre la gare. Alors, vous voyez qu'on a un hôtel et on contourne, on rejoint en fait la place principale. Donc, on a ici un îlot constitué de bâtiments médiévaux, du Trecento, et on a un certain nombre d'interventions tout à fait modernes. L'objectif, c'était d'avoir un passage de 120 mètres, une porte, une couture, pour utiliser ce terme issu du domaine du textile, comme je le ferai à plusieurs reprises. Et nous avons ici donc un lien, une jonction qui est établie entre des bâtiments anciens et modernes. Restaurants, bureaux, etc. À l'époque fasciste, vous voyez ici à gauche, en bas, qu'il y a tout un tas d'éléments de l'école munichoise qui ont été repris. C'est ce que Otto Wagner appelait la municherie, die Müncherei. Ensuite, à l'époque tardive du fascisme, on a traduit ce germanisme dans une forme de méditerranisme. Ce méditerranisme, c'est cela. Il n'a pas été entièrement débarrassé des éléments anciens et vous voyez ensuite qu'une scénographie méditerranéenne a été mise en place. C'est ce que vous voyez à droite. On l'a non seulement construite, mais on l'a en plus institutionnalisée. Pour moi, la mission qui m'incombait était de type architectural. Comment faire pour que ces éléments du fascisme et ces icônes du fascisme soit repris dans une architecture. Alors, l'une des réponses est liée à la matérialité. Par exemple, Adolf Loos, à propos de Prague et de la Hausmüller, a apporté la réponse que vous voyez ici. C'est cette pierre grecque. Ich habe den Bauherr überzeugt, dass man diesen Stein, den es nicht mehr gibt, dass man mit einer italienischen Firma einen Steinbruch, pierre a été prélevée dans une carrière à Poveur, Cipollino. Vous voyez ici
un socle, un fondement sur lequel repose toute l'architecture qui apparaît par phase, phase de la matérialité, la pierre, l'enduit, le bois, la nature, les dolomites et le ciel. On a une sorte de cascade de matérialité, d'éléments dématérialisés, et puis cela va jusqu'à cet élément beaucoup plus massif. Cette pierre, ce Cipollino grec, est une sorte de réponse au travertin italien. Élément d'une idéologie. Alors, il entoure non seulement le fondement, mais il crée également une distance par rapport entre les bâtiments anciens et les bâtiments nouveaux, donc du Trecento jusqu'au XIXe siècle. C'est toute une série d'époques que l'on passe ainsi en revue. La pierre apparaît ici, on la voit comme revêtement et comme monolithe. Deuxième chose, outre cette matérialité, c'est le contexte. Qui fait que la ville est utilisable comme élément d'identité. Avec cette construction, j'ai essayé de ne pas adopter de mimique, j'ai essayé d'avoir en quelque sorte une peau, de créer une couche en 3 parties, avec différentes correspondances. Troisième mission, elle consistait à établir une reconstruction philologique, un assainissement en quelque sorte, avec par exemple un renouvellement de l'éclairage des anciens bâtiments. Vous voyez ici un célèbre hôtel de la ville où ont habité de nombreuses personnalités. Donc il y avait une reconstruction d'ordre physique, mais la nouvelle architecture, ce déplacement vers la droite, devait permettre la vue sur le campanile et en même temps l'intégrer dans cette nouvelle icône, dans cette nouvelle image. Genauso die Pflege bis ins Detail. Et vous voyez que nous avons soigné les détails, les tures, les portes ne sont plus un appareil, elles deviennent une image. Même chose pour ces éléments médiévaux que l'on a dans le sous-sol. On les retrouve, ils sont toujours présents. Et donc on voit que les différentes époques de l'histoire sont toujours présentes. On peut toujours les retrouver de façon narrative. Tous ces éléments ont été rassemblés via la perforation de la substance ancienne et l'addition des nouveaux bâtiments. Et on a ainsi une galerie qui a vu le jour. Donc c'est une nouvelle rue en quelque sorte, un nouveau lien, un nouveau passage entre la gare et la place principale de la ville. Est-ce qu'il est possible d'éteindre ces lumières? Baissez la lumière ici. Diese Passage. Ce passage. Okay. Also das ist diese Passage mit das Donc vous le voyez ici avec l'éclairage zénital. Artificielle Licht. Indirect, artificiel. Okay. Und man merkt eben
Ici, on remarque qu'il y a un véritable passage à travers la ville. On a une certaine analogie avec la silhouette. On voit que les bâtiments sont tournés vers la place. Vous voyez ici un U. Et on voit les différentes couches reflétées par les différents matériaux utilisés. Natürlich, man kommt nicht umsonst aus Wien, ein gewisser Illusionismus. Alors, quand on vient de Vienne, on apprécie toujours un certain degré d'illusionnisme. Ce passage fait 120 mètres. C'est une véritable percée à travers la ville. Vous voyez ici la terrasse de l'hôtel où on peut prendre son petit déjeuner. Tout ça, on peut le voir. Ça crée une dichotomie. On a le miroir et on a la personne. Il y a une sorte d'écho qui se crée, une dissolution. On a ici des moments féminins, lyriques, qui existent le long de ce passage. Geht man von dem Tor, wo absichtlich gezeigt wird, das Gerüst, nous prenons maintenant l'entrée. On voit ici apparaître l'ossature et cette pierre grecque qui sert de revêtement donc. Alors si on part de ce point et que l'on entre à l'intérieur, eh bien, on passe vers quelque chose de beaucoup plus monolithique. On a donc ces éléments, ces pierres qui ont été amenées de la carrière de Ober. Vous voyez ici la fontaine. On n'a pas ici un revêtement, mais on a vraiment le bloc, l'élément monolithique. Même chose pour les détails. Nous avons ici un élément de classicisme moderne. Et il y a une opposition avec le travertin romain. Opposition qui saute aux yeux. Diapo suivante. À l'intérieur, également, on retrouve la notion de couche, le chaud et le froid. Des éléments très simples, comme les chenaux par exemple, deviennent des supports, des coutures, des éléments de jointure entre différentes matérialités. Le programme se poursuit lorsqu'on avance vers l'intérieur, avec toujours ces différentes couches. On est en quelque sorte aspiré par le bâtiment et ces nouvelles salles. Et on est accompagné d'un certain nombre de panneaux sur lesquels sont écrits des choses. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je l'ai fait à Trieste également. C'est un retour sur le passé. On a des citations de Esa Bound qui a vécu dans cet hôtel, Lias Canetti, Edzwanowski, Orlando. On a comme ça toute une série de mémoires. Et ces artistes côtoient ce qui est en fait une contribution d'aujourd'hui. Donc on retrouve des éléments du passé et du présent qui se côtoient. En ce qui concerne l'aspect spatial, la façon spatiale d'aborder le bâtiment, eh bien, on la retrouve partout à l'intérieur du bâtiment. En permanence, on vit dans un univers cohérent. J'avais choisi moi-même 35 artistes venus de différents pays parce que rien n'est pire que l'américanisme et ce que l'on appelle la corporate identity dans un hôtel.
L'hôtel, c'est un lieu de rencontre, une rencontre dont on a toujours rêvé et qui parfois arrive, se produit. Un hôtel, c'est donc un remplacement de votre chez vous à un autre niveau. Alors il y a des monographies, des biographies, on peut passer une journée avec un artiste ou 7 jours avec des poètes. On vit en fait dans un monde poétique. Voici maintenant des œuvres de différents designers et artistes, Room, Stark notamment. Ensuite, vous voyez toujours ce concept d'empilage des couches. On retrouve des strates, des textures, ce qui pour moi est un terme particulièrement important, car dans notre tradition, cela vient avant l'ossature, avant même la construction. C'est une sorte d'amoncellement, de tapis. Adolphe Loos, d'ailleurs, le mentionne dans ses écrits. Nous avons donc un espace et nous essayons d'appréhender l'espace avec des séquences, avec des strates et avec un programme textural et structurel. Ensuite, je tiens à dire que je ne suis pas un minimaliste, je ne suis pas monothéiste en matière d'architecture. Je suis né à Belgrade, notre lumière vient de Byzance et je dois dire que pour moi, l'espace est associé au positivisme. Car moi, la plasticité, quant à elle, du monde méditerranéen de mon enfance, de Trieste, me rappelle des instincts animaux qui ensuite transparaissent à travers l'ossature, à travers la structure et qui permettent d'obtenir une réponse. Vous voyez donc que nous avons différents paramètres pour la structure, pour la perforation, pour les monolithes, pour les différentes façons d'aborder justement la théorie de la superposition, pour la plasticité des reliefs et ensuite pour ce qui permet justement de relier tous ces thèmes. Et dans ces travaux, vous voyez qu'il y a des répétitions. Je ne connais pas vraiment de style. Je répète que je ne suis pas des postmodernistes, des constructivistes ou minimalistes. Et je dois vous dire que je déteste profondément la classification en style parce que pour moi, c'est quelque chose de parfaitement anti-moderne. Ensuite, je voudrais dire qu'il y a une parentèle absolument évidente avec Paris, Gaulle, et autres. Ce sont notamment avec Kamenetsky parmi mes favoris toujours. Butcher, Smarzov et autres, qui ont permis justement d'explorer le tractatif. Ensuite, vous voyez sur ces images qu'on découvre un credo. Ce n'est pas une voie médiane nécessairement, mais je dois dire que ce credo, cette voie m'a aidé justement à réagir de façon particulière avec des solutions spécifiques à des situations particulières. Voici maintenant d'autres exemples de ces détails qui forment finalement un ensemble, une image. C'est quelque chose que l'on a lu, c'est une instruction et on les retrouve maintenant dans l'aménagement intérieur de ce bâtiment. Ceci m'a pas mal aidé lorsque je suis intervenu sur les tapis froids, la polychromie des sols dans les projets urbains de grande envergure. J'ai également trouvé cela utile dans la mesure où il ne faut pas que la théorie reste lettre morte. Il faut également pouvoir la mettre en œuvre dans des phases thématiques. Là, vous avez par exemple un opéra, vous avez des étages de différentes couleurs. Et vous voyez maintenant de quelle façon est-ce que ce genre de théorie peut fonctionner. Vous avez ici un contexte dans le quartier juif de Venise avec des bâtiments d'habitation pour lesquels nous avons développé des solutions spécifiques, pour lesquels nous avons trouvé des réponses que nous avons encore traduites en revêtements, en briques, en pierre, en céramique et autres. Alors bien sûr, c'est contextuel d'une certaine façon, mais je crois que c'est également subversif. Voici maintenant des chantiers. Vous voyez cette façade en Marmorino.
texture, donc un travail sur la texture. Ensuite, vous voyez des images du monde nautique, du monde marin. Et c'est en continuant à réfléchir dans le sens de la texture que ces dernières années, nous avons développé de nouveaux modèles porteurs d'identité qui n'ont pas forcément de substrat écologique comme le soleil, l'énergie ou autre, mais qui permettent justement de pousser plus avant cette étude des végétaux, cette étude des textiles, la transformation de la nature par la photosynthèse avec la chlorophylle qui permet justement d'avoir un résultat géométrique qu'on appelle la métamérie. Et la phase suivante est bien sûr l'architecture. D'ailleurs, j'ai coopéré avec différents artistes pour élaborer ce type de solutions. On retrouve d'ailleurs des analogies historiques. Nous avons travaillé avec Ulrich, Bryce Martin, Frante, Klesak et autres. Vous voyez ici le traitement analogique des différents thèmes. Et je crois que finalement cela a un rapport avec l'art. Vous voyez ici 250 clichés sur la synthèse, la chlorophylle, qui peuvent justement être transposés en peinture et qui ont été repris notamment dans les sculptures. Ce ne sont pas finalement des images, ce sont des approximations de la polychromie qui ne sont pas abstraites, mais qui viennent justement d'un substrat végétal. On observe également une certaine analogie. Là, par exemple, dans une périphérie assez grise, nous avons conçu une façade qui devait être de type méditerranéen et qui devait suggérer le soleil. Mais par contre, sur le plan de la facture, le textile, le végétal sont utilisés dans un contexte de dichotomie. Nous retrouvons ici ces dichotomies, ces analogies de la nature, de l'architecture dans un établissement scolaire de Vienne. Vous voyez également qu'on retrouve le même principe à l'intérieur avec les arbres. Nous avons ici une certaine fragmentation de l'habitat, pas mal de petites maisons correspondant à des styles architecturaux différents, avec des ossatures claires, des végétaux et autres. Cet élément translucide que l'on retrouve ici, cette fragmentation qui permet justement au regard d'appréhender la globalité des espaces se retrouve. Ceci correspond à nouveau à cette dichotomie fonctionnelle dont j'ai parlé. Lorsque vous avez une école qui coûte 15 ou 20 millions d'euros, il est de toute façon absurde de la fermer le soir, de la fermer le samedi, de la fermer le dimanche, de la fermer pendant les grandes vacances. Il faut plutôt, à mon sens, concevoir l'école comme cela a été fait pour que le soir, elle accueille justement des concerts, des réunions d'associations, des spectacles de marionnettes, bref, tout ce que la ville doit avoir. Et nous avons réussi à créer un cordon ombilical, une sorte de passerelle que vous voyez là un petit peu oblique, qui permet justement de fusionner ces fonctions dans un centre urbain en conservant toujours l'utilisation polychromatique du bâtiment. Das war einmal die These, wie man mit einer fertigen Stadt umgeht. Une thèse a été développée. Comment aborder une ville terminée, une ville finie, et quelle est l'origine, la genèse d'une langue. Et là, je parle de langue et non pas de style. Lorsque on a affaire à une substance, à un tissu détruit, nous pouvons procéder de différentes façons. Voici le château du comte Draskovic qui a été détruit pendant la guerre et qui est de style bokjakovinien. Terra de Dio, la terre de Dieu. Le client était fort riche, venait de Francfort,
Et il avait une fondation de bioagriculture, il avait un bâtiment où avaient lieu des colloques, des séminaires en cercle assez intime, près d'un feu de cheminée, donc pas dans des grands espaces. Il y avait également une salle de réunion. Alors moi, au départ, ce que je voulais, c'était absolument faire table rase, parce que je trouvais que tout cela ne présentait pas un grand intérêt. Et puis j'ai décidé de conserver ce bâtiment comme enveloppe amorphe, si vous voulez, ce que vous voyez ici. Il y a une transformation et en même temps une restitution. C'est un petit peu comme une cloche à fromage avec différentes sortes de fromages en dessous. Ça n'est pas réellement un bâtiment avec un projet, c'est en quelque sorte un conteneur, un réceptacle avec du bois, avec des emplacements, avec différents ajouts de ci, de là, et également équipé d'une salle de grande dimension. Nous avons bien sûr dû payer une amende, il y a toujours la question de la protection des monuments, mais comme je vous l'ai dit, nous avons créé une sorte de cloche à fromage, une sorte de fer à repasser, et en dessous, nous trouvons des espaces égocentriques par leur nature même. Et je pense que ces bâtiments à cet endroit remplissent de façon absolument optimale les fonctions qui leur sont dévolues. Nous avons également deux liaisons verticales, ce sont des rues verticales finalement. Il faut bien dire que cela ressemble à une petite ville avec des places, avec des ruelles, avec des rues. Et en plus, en bois, donc un matériau tout à fait différent, nous avons des autres éléments en bois, un peu selon la théorie de Wagner. Nous avons également un centre de fitness avec des bains pour les invités et nous avons un banc pour s'asseoir. Je crois d'ailleurs que c'est le plus long du monde, enfin je l'espère. Nous avons également une pergola qui s'insère dans le paysage et là nous avons une petite piazza où ces méchants enfants peuvent se réunir lorsqu'ils le souhaitent. L'œil de cyclope, de grande dimension, donne un aperçu sur le paysage, sur ce magnifique horizon verdoyant. La matérialité peut varier évidemment par rapport à l'ancien bâtiment, comme vous le voyez. Avec la lumière du nord, dans la partie avant, ça pourrait parfaitement être de Jean Prouvé dans la mesure où ici nous avons des modules de verre qui sont insérés dans une plaque de bois et vers le sud de la façade, nous avons justement cet élément qui permet de créer une ambiance particulière pour cette piscine. Quant aux voies de circulation principale, les artères, si vous voulez, les boulevards de cette petite ville, eh bien, ils empruntent des voies détournées dans les différents bâtiments. Il y a pas mal de méandres, nous avons la piazza, nous avons également ici une sorte de dénucléarisation avec des canalisations. Là, ce sont des canalisations que je qualifierais de profanes, avec des assemblages qui se transforment en escalier hélicoïdal. Et vous voyez ici les petites galeries où l'on peut écouter de la musique, regarder des projections et autres. Ensuite, nous avons des ruelles, c'est-à-dire de petits passages qui permettent de relier les appartements privés aux autres. Il y a à chaque fois une projection de la lumière, comme vous le voyez, c'est un petit peu une fenêtre baroque. Ou bien il y a également un éclairage latéral. Lorsque la polychrémie est plus forte, la lumière diminue. Dans certains cas, lorsque le mur est un petit peu amorphe, eh bien, nous avons justement joué sur l'arrivée de la lumière. Dernière diapo ici. Vous voyez qu'il y a encore un relent d'archéologie industrielle et on le retrouve les pierres que je préfère, à savoir le cipolino grec, qui sont employées ici. Toutes les fonctions sont organisées dans l'espace. Ce sont des fonctions spatiales dans l'espace, sont en quelque sorte des paravents qui sont parfaitement indépendants de l'ossature, de la structure. Enfin,
On arrive dans cette grande pièce avec ces colonnes de marbre noir. Vous avez ici les petites galeries. À partir de là, on peut arriver dans un certain nombre de petites pièces que j'appelle les ateliers privés. Et on retrouve, comme toujours chez moi, la dichotomie, à savoir qu'en fait, on en a deux pour le prix d'un. On a ici des petits escaliers. On a en fait des choses qui peuvent avoir double usage, double signification pour tout ce qui est des appareils. Ensuite, on retrouve ici des chemins qui descendent à pic qui vous amènent en quelque sorte dans le paysage. Mais les choses ne se terminent pas de façon abrupte. Nous avons ici une fontaine, ou plutôt une interprétation de fontaine. Nous avons de petits kiosques où on peut se réunir le soir et le bois des bâtiments se transforme peu à peu, il s'intègre complètement au paysage. Autre exemple du même type, là nous nous situons à Mostar, ville détruite pendant la guerre. Voici le plus grand des bâtiments qui a été détruit. L'Aga Khan à Mostar et dans deux autres villes de l'Est s'occupe beaucoup de reconstruction. On a essayé ici de remettre en état l'ancienne substance. Vous voyez, c'est de cette façade qu'il s'agit. C'est ce qu'on voit ici. Ça correspond à la photo. Et pour ne pas être philologique, eh bien, nous avons ici prévu une architecture autonome avec des implants. Donc, ce qui est en bon état physiquement est incorporé, ce qui est mort est interprété de façon nouvelle. Et on obtient ici cette cour avec des hôtels, des boutiques, des lieux de rencontre. C'est un lieu de rencontre en soi d'ailleurs, avec un revêtement de lamelles de bois. Et vous voyez ici l'intégration dans cette ville encore à reconstruire. Nous avons ici une image de ce que Mostar pourrait devenir. Aujourd'hui, Mostar, c'est Hiroshima. Elle est beaucoup plus détruite que Sarajevo. Et nous retrouvons ici donc cet ensemble de bâtiments tels que l'ont souhaité l'Aga Khan. C'est un nouveau point de cristallisation dans cette ville encore largement détruite. Troisième exemple, il s'agit cette fois d'une autre technique de rapprochement à l'égard de l'ancienne substance. Nous avons ici un ancien entrepôt agricole à Biberach, la ville de Göring en Allemagne. Ce bâtiment avec ici des perforations dans le toit également. On a ici une gouttière particulière. Les fenêtres du niveau inférieur sont liées au socle. Et on a ici un certain nombre d'éléments complètement autonomes qui ont été construits en quelque sorte chacun pour soi. Et on retrouve ici une temporalité bien spécifique que chacun de ces éléments exprime. Voici donc l'espace intérieur. La lumière zénitale entre de façon directe. Vous savez que c'est une lumière qui est 3 ou 4 fois plus forte qu'un éclairage latéral. Et on retrouve sur les côtés donc les petites salles de la bibliothèque qui sont destinées au travail des scientifiques. Troisième technique de rapprochement par rapport à la substance ancienne, c'est ce que j'appelle le méandre. Alors, nous avons vu les particules, nous avons vu les outils spatiaux et maintenant voici les méandres spatiaux. Nous sommes ici à l'université de Maribor, c'est la deuxième ville de Slovénie. Il s'agit d'un bâtiment de l'époque des Habsbourg
En tant qu'étudiants, nous avons toujours détesté ce genre d'architecture parce que, justement, elle représentait le côté petit bourgeois des Habsbourg. Franz Josef, en voyant l'exposition, n'a dit qu'une chose, il a dit « c'était très beau, ça m'a beaucoup plu ». Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Franz Ferdinand a qualifié l'église qui venait d'être réalisée d'écurie. Donc vous voyez, l'attitude de l'époque à l'égard de l'architecture faisait que nous avions toujours un sentiment négatif quand on nous présentait ce genre de choses. Mais la fonction de cette architecture, son espèce de neutralité, avait quelque chose d'infiniment moderne. On peut très bien y aménager des bureaux, des discothèques, on peut très bien en faire des bâtiments fonctionnels. Et donc, un bâtiment de ce genre se prêtait très bien à ce transfert, à cette mise en scène des méandres à laquelle j'ai procédé. Ensuite, voilà, j'ai remporté un concours international pour cette place, pour l'aménagement de cette place, et j'ai pu ainsi établir un dialogue, une relation de type dialogue avec la cathédrale, avec cette ellipsoïde de Joseph Plečnik. Le sacré et le profane sont ainsi associés l'un à l'autre grâce à cette piazzetta. Nous avons ici une cour, une sorte de scène, c'est le cordon ombilical qui relie tout cet ensemble à la ville. Toutes les fonctions de la ville existent autour et l'université, c'est la mater. Nous avons ici un espace souterrain avec une tribune et nous voyons que l'ensemble des espaces ont été utilisés, des espaces qui auparavant ne servaient à rien. Ils ont donc acquis de nouvelles fonctions à l'intérieur d'une structure plus ancienne. Voilà, donc ça c'était la troisième stratégie. Vous voyez ici des portes qui ne fonctionnent plus mais qui sont toujours là en tant qu'emblème, en tant qu'icône. Tous les éléments importants sont ici, ils constituent le système nerveux. En quelque sorte, la piazzetta, la tribune sont des éléments en soi. Donc tous ces éléments se côtoient, ils sont bien obligés de se côtoyer, qu'ils le veuillent ou non. Donc il n'y a pas ici de stratégie de coquetterie comme chez Carlos Scarpa ou d'autres. Et puis nous avons ici un espace qui est creusé dans le sol. La lumière zénitale arrive. On a ici une calligraphie. C'est un lieu où étudiants et professeurs peuvent se retrouver. Et puis nous avons cette structure, cet amphithéâtre où peuvent prendre place 400 personnes. Tout cela se situe en sous-sol. Ce sont des salles très simples, très dénudées. J'ai essayé de conserver intacte la structure de ce bâtiment de l'époque Habsbourg. Je n'ai pas prévu d'armoire ou autre. Vous voyez que l'aménagement est extrêmement simple. Nous avons simplement des sortes de coffres, des sortes de paravents. Donc, ça, c'était les trois techniques, les trois stratégies que je souhaitais vous présenter à propos de l'approche des bâtiments anciens. Nous sommes maintenant à Vienne. La thèse d'Otto Wagner, c'était que cette capitale devait pouvoir accueillir 2,4 millions de personnes sur un total de 68 millions d'Autrichiens. Cette ville qui ne cessait de grandir était pour lui une sorte de cicatrice, comme une cicatrice dans un visage.
Alors, on trouvait dans cette ville des cathédrales, des ministères, des écoles, tout ça correspondait à une idée baroque. Tout ça a été conservé, un peu comme l'utopie de Le Corbusier pour Paris, et c'est resté un emblème. Alors, si maintenant on veut intervenir en tant qu'architecte et que l'on veut laisser une trace dans la ville, une trace musculaire, je dirais, et pas seulement architecturale, eh bien, je dirais que pour moi, Vienne est un espace fermé, un espace historique fermé, avec au centre la cathédrale, avec une terra incognita vers l'est, un endroit où les Viennois n'ont jamais souhaité aller. C'est l'endroit où se trouve le Danube. Les Romains ont toujours souhaité s'en éloigner. Le fleuve était toujours associé à l'idée de moustiques, de malaria, d'inondations. Et aujourd'hui, c'est une image qui existe encore. Et donc, pour moi, c'était très difficile. Je viens d'une région maritime, je viens de Trieste, et c'était très difficile de mettre en valeur, en quelque sorte, le fleuve. D'autre part, il y a le canal du Danube, qui était une voie mercantile qui a séparé la ville ecclésiastique de cette autre zone, de ce champ gris. La ville ecclésiastique laissait de l'autre côté, jetait de l'autre côté tout ce qu'elle ne voulait pas avoir en son sein. Les Juifs, par exemple, les tanneurs et leurs mauvaises odeurs, les minorités. Tout cela a donné naissance à un quartier, à une zone aujourd'hui pluriethnique très intéressante, qui était une sorte de pierre d'achoppement pour la croissance de la ville au-delà du Danube. Et moi, c'est justement la zone qui m'a intéressée. Pendant 15 ans, déjà, je m'y étais intéressée à l'occasion de différents concours et autres actions. J'y ai déjà construit un certain nombre de choses, une tour, j'avais remporté en effet un concours pour cette ville de 20 millions d'habitants. Là, vous avez le Prater. L'idée, c'était de relier le côté schubertien à l'autre partie où il y a, par exemple, les terrains de football, etc. L'idée, c'était de relier les deux, de créer un passage que l'on puisse parcourir à vélo ou à pied, par exemple, en passant près de ces anciennes réserves de chasse de la noblesse. L'idée, c'était que cette zone grise soit enfin reliée au reste, pour mettre en pratique l'idée de Wagner, à savoir un aspect de la ville orienté vers le Danube. Le but, c'était justement de se tourner davantage vers le Danube pour essayer d'avoir une ville qui ressemble un peu à Belgrade, par exemple, ou à Budapest, ou à Prague, avec leur fleuve. Une ville qui aurait les pieds dans l'eau, en quelque sorte. Je vais maintenant vous montrer plusieurs de ces bâtiments déjà assez anciens. L'assainissement du canal du Danube, donc un concours que nous avons remporté. Ça n'est pas parallèle comme à Paris, ça s'inscrit dans le paysage, dans les rives urbaines. Vous voyez ici, c'est un peu des éléments architecturaux, les aires de jeu pour les enfants, toujours ce dialogue avec Wagner qui permettent de trouver des éléments qui donnent des informations sur différentes personnalités, sur les profanes et autres. Nous avons donc essayé de redynamiser, de réactiver les rives en collaboration avec des artistes, Nucci, Michelangelo Di Spoleto, avec des amis, avec des artistes avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Et
À partir de ce canal, nous avons constitué les boulevards en assainissant l'ancien centre que vous avez vu à gauche et ici en intervenant sur un bâtiment. Le maître d'œuvre était sous la pression de la ville et il a rénové les bâtiments en mauvais état. Et ensuite, sur la droite, vous voyez la sortie vers le canal. Vous voyez maintenant le type de structure que nous avons obtenu qui rappelle une métaphore nautique. Cette enveloppe du bâtiment rappelle également nos traditions, le bleu de cobalt mentionné par Wagner. Et vous voyez ici la grande ouverture vers le boulevard, vers le Danube. Ça, ce sont des projets déjà anciens, comme je vous l'ai déjà dit. Ce que je vous ai montré, cette voie à partir du petit Danube vers les bâtiments nautiques par le boulevard, amène ensuite vers une tour de grande dimension. C'est d'ailleurs le plus grand bâtiment qui a été construit à proximité du Danube. C'est en fait quelque chose qui n'existait absolument pas dans la ville, ce qui explique que ce bâtiment est servi de totem, de symbole, de lieu de ralliement. Ce n'est pas simplement un point, c'est un élément de syntaxe qui s'inscrit dans le paysage à la périphérie du centre avec les transports en commun. Vous voyez ici ce quartier, c'est toujours de là dont viennent les maires des villes, les hommes politiques et autres. Et vous voyez ici la projection vers le Danube avec cet îlot de 20 km de long, donc l'élément long de la ville, avec toujours le principe d'un bâtiment qui est accessible au public, qui vient à pied du Danube avec une piazza couverte que vous voyez ici dans ce secteur, toujours vers le Danube. L'analogie semble évidente. On retrouve systématiquement dans les dessins de l'école d'Otto Wagner le souhait de bâtir une ville à proximité de l'eau. Et juste après la guerre, d'ailleurs, s'est posée une question brûlante. Où allons-nous construire les gratte-ciels? Là, vous voyez, il y avait des bunkers des nazis contre les attaques aériennes qui ont été réinterprétés par de jeunes architectes parce qu'ils avaient un emplacement stratégique et ils se sont dit qu'ils pourraient servir un petit peu de passe-partout, qu'il ne fallait pas bâtir des gratte-ciels à Francfort comme l'ont fait les gens qui avaient de l'argent. Là, lorsque on n'a pas la contrainte des gratte-ciels du Manhattan, d'ajout des fonctions verticales, nous avons décidé d'essayer de donner une nouvelle dimension spatiale à la ville. Vous voyez donc ici ce bâtiment qui se trouve exactement là. Ce qui était important pour moi, en l'occurrence, ce n'est pas l'architecture proprement dit, mais la musculature de la ville. Je vous ai déjà parlé de la forme qui ressemble à un totem, une forme symbolique, ça ressemble un petit peu à un phare finalement, et je voulais que ce bâtiment ne soit pas parallèle à la rive, mais qu'il soit placé de façon à ce que dans l'axe, avec l'axe de la cathédrale et le Danube, on ait une ligne, une sorte de poignée de main en direction de l'eau. Ce bâtiment s'exprime dans la verticalité. Ce bâtiment est une tour de 220 mètres de haut qui a été occupé immédiatement et qui est vraiment devenu emblématique de la ville, tant du côté du Danube que du côté de la ville. Ensuite, on avait envisagé de faire un hôtel, un restaurant, donc en haut, et toujours en pensant à établir une jonction avec la cathédrale dans l'axe du Danube. Vous voyez ici ces points culminants à la fin de la promenade avec les jonctions, les coutures dont j'ai parlé. Coutures, bien évidemment, cela rappelle les textiles. Et ensuite la transposition, donc la passerelle, est
le chemin qui dirige vers le Danube, vers l'eau. Nebenbei mein erste Hochhaus, ça, c'était mon premier gratte-ciel à New York, c'était assez petit. Je l'ai fait avec Donald Judge, un artiste. Je crois d'ailleurs que ça a été un des derniers projets auxquels il a participé. Vous voyez ici des stèles d'aluminium avec un petit jardin. Nous avons des barrières d'aluminium. Et à côté du gratte-ciel que vous voyez ici, vous retrouvez une zone de grande dimension de la gare du Nord. Il s'agissait là de construire, d'édifier une cité toujours dans l'obsession de l'inscription de l'eau dans la ville. Les rues des ports sont transformées là en rampe urbaine avec une zone que les piétons peuvent emprunter. Ensuite, vous voyez qu'on arrive au cratère, au Luna Park, à ce parc d'attractions, le parc des expositions. Vous voyez ici une partie de la nouvelle université. Vous voyez également des commerces, des habitations, des églises, une grande place avec des immeubles résidentiels et des établissements scolaires. J'ai construit la moitié de cet ensemble, l'autre moitié a été faite par Neumann, Steiner et autres, en fait par différentes langues de l'architecture et dans différentes couleurs. Das ist mittlerweile schon gebaut. Das ist von einer Kollegin von der Coop Himmelblau, so ein dekonstruktives Himmelblau a construit ce bâtiment de type déconstructiviste. Ce bâtiment est maintenant achevé et fait appel à différents genres. Vous voyez ici le boulevard, le bâtiment achevé. Et il faut bien comprendre que là, ça n'est pas le torse qu'on a reconstruit. On a essayé systématiquement de construire lentement de l'intérieur vers l'extérieur. La question que nous sommes posées après la chute du mur de Berlin, après l'annonce que viennent aller recevoir plusieurs centaines de milliers de personnes en provenance de l'Est, ce qui d'ailleurs ne s'est pas avéré, en fait, nous avons accueilli moins de personnes, était comment est-ce que nous allons pouvoir installer des bâtiments résidentiels dans cette zone libérée, compte tenu que la ville était absolument pleine. Vous voyez ici la zone de construction avec l'axe, donc l'université, également ce centre qui ressemble un petit peu à la Défense. Vous voyez ici la cathédrale et vous voyez l'aboutissement de cette rampe, l'embouchure, pour ainsi dire, vers le Prater, toujours avec cette couture. Ce que j'ai proposé, c'est que l'un de ces axes soit traité dans le cadre d'un projet d'assainissement, mais afin de justement retrouver un lien avec la partie anglo-saxonne, avec l'architecture des années 1950, tout en... Ça, c'est le travail de notre collègue, tout en, disais-je, utilisant ma propre langue. Nous avons essayé de travailler dans cet axe de façon à ce que les grands traits du paysage, l'agriculture, entre guillemets, urbaine, et à mon avis, je pense que l'agriculture urbaine est quelque chose qu'il ne faut absolument pas négliger. J'ai moi-même été urbaniste pendant 2 ans à Athènes et je me suis rendu compte qu'on avait détruit de façon brutale l'agriculture de la ville. Et là, nous avons justement essayé de ne pas faire la même chose. Alors ça, c'est quelque chose que l'on a inventé, des paravents urbains de 250 mètres. Et là, je fais toujours référence à Wagner. Il s'agit d'éléments circulaires, des éléments de musculature avec le métro et la ville qui progresse en profondeur. Nous voyons ici l'élément agricole qui, normalement, va rester plus ou moins au même emplacement. Ici, vous voyez ce que l'on a construit avec des rues incorporées. Ce n'est pas une très très grande structure, c'est une structure à 3 niveaux avec de la céramique, de la pierre et un crépier, un revêtement. Comme je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, nous obtenons ce genre d'implants avec des textures végétales.
Ce sont des ensembles résidentiels situés sur des rues qui reçoivent la lumière du sud et qui forment une sorte de bouclier par rapport à la rue. Vous voyez ici des bâtiments avec des lieux de rencontre pour les habitants. Vous voyez également d'autres portes qui ont une certaine signification pour l'ensemble. Ce que vous pouvez apercevoir maintenant, c'est un immeuble de logement à loyer modéré, et vous savez que là, il faut faire beaucoup, le maximum avec très peu d'argent. Alors toujours la tradition viennoise, le petit étang, les panneaux, l'aire de jeu, et vous voyez également la croissance verticale qui permet justement d'établir une distinction entre la zone thermique dans le bâtiment et ses portes coulissantes. La typologie que vous voyez est plus ambitieuse. C'est un cube avec des circonvolutions. Vous voyez en partie des ateliers pour des artistes, des commerces. Vous voyez également une crèche, toujours avec une ouverture vers le sud. Et vous voyez ici 3 niveaux, donc des appartements à 3 niveaux. Vous avez les pièces d'habitat, vous avez les chambres, ensuite vous avez les jardins. Vous voyez ici des méandres vertes, avec une petite piscine, un petit théâtre, une crèche, toujours là vers le sud. L'enveloppe, proprement dit, est une combinaison de résine et de bois. Et nous avons une sorte d'harmonicature. Si vous prenez par exemple Zidane, pour la Coupe du Monde, vous vous rendez compte qu'il y a une hiérarchie, mais là, par contre, il n'y a pas de hiérarchie de perforation des fenêtres. Vous pouvez tout ouvrir, vous pouvez tout fermer, et cela, c'est justement la nouvelle technologie que nous retrouvons dans la ville avec ses passages à arcades et ses galeries. C'est quelque chose que nous exportons à l'Est, dans cette Europe centrale, cette Mitteleuropa qui est la région où je bâtis en Autriche, en Croatie, en Serbie, en Allemagne. Je réalise des projets dans d'autres endroits, mais voici grosso modo les expériences que nous exposons. Ça, c'est une façade à la carte, avec des loggias, des portes-fenêtres, des balcons, des beaux windows. C'est quelque chose que l'on peut choisir et ça fonctionne très bien. Vous retrouvez toujours sur le socle, sur le piédestal, le Cipollino et vers la nature, vers le fleuve, près du pont Josef Plečnik, donc une zone assez naturelle, vous retrouvez ces éléments en bois. Et vous voyez ici les rues avec où le pouls de la ville vibre, vous retrouvez de l'aluminium. C'est ce type d'expérience que nous exportons. Vous voyez maintenant la façon dont nous aménageons les places. Il y a peu d'endroits où on a autant d'espaces publics de ce type. Il y en a à peu près 30 et d'ailleurs il y a un livre qui va paraître qui leur est consacré. J'ai toujours aimé ce genre d'endroit. Il faut dire que j'ai beaucoup vécu dans la rue, j'ai beaucoup grandi dans la rue et pour moi les places sont un lieu de joie spontanée. D'ailleurs pour moi ça ne fait pas partie de l'architecture. Les étudiants dans les écoles autrichiennes et allemandes, nous leur apprenons que dans les années à venir, à 75%, ce qu'ils feront, c'est travailler sur des espaces publics dans une société déjà un peu saturée où il y a des tas d'écoles, des tas de bâtiments de tout genre. Mais ça, c'est un type d'élément dont on parle peu dans les écoles et dans les universités.
Ça ne fait partie ni de l'urbanisme, ni de l'architecture. Et c'est quelque chose d'absurde, parce qu'il faudrait que les écoles d'architectes apportent des réponses. Toutes ces places, ce sont d'anciens parkings, donc des espaces qui étaient occupés par des tas de tôles, parce que j'appelle moi une salade de tôles, et qu'il a fallu nettoyer, débarrasser de tout cela. Nous sommes ici dans la deuxième ville d'Autriche. Si vous regardez de façon un peu plus précise cette image, eh bien, vous voyez que l'on a essayé, avec ces tapis froids, avec des recoupements, avec différentes couches, on a essayé de spatialiser la structure. On a ici une surface à différents niveaux et j'ai essayé de lui donner un contenu spatial. La population a toujours pensé qu'elle avait à cet endroit une rue parfaitement horizontale, mais on voit ici en fait différentes couches et on se rend compte qu'on peut de cette façon avoir un effet pédagogique sur la population. Nous avons ici une bande de bronze, c'est la plus longue qui existe dans une ville d'Europe, et la population peut la lire, qu'elle le veuille ou non, parce que lorsqu'elle passe dessus, eh bien, elle le sent avec le pied. Et puis, nous avons ici ce nouvel éclairage, c'est Siemens qui l'a fourni. Vittorio Grigotti a d'ailleurs repris ce même éclairage pour son auditorium de Milan. Donc celui qui a conçu cet éclairage, c'est quelqu'un qui a écrit à propos de Teilhard des Jardins, et ce n'est pas un expert en matière d'éclairage. Et on voit ainsi naître des sortes de salons urbains, avec une polychromie, avec d'anciennes fontaines qui ont été décalées. Nous avons ici une technique de la temporalité élargie. Heidegger parle de la temporalité. Bon, ce ne sont pas forcément des termes modernes. Ce sont en quelque sorte des éléments subversifs dans le contexte historique. Nous avons ici des architectures qui sont distanciées par rapport à l'histoire, d'un point de vue idéologique. Lorsque je conçois une place, eh bien, j'attache beaucoup d'importance au fait de pouvoir m'exprimer dans la troisième dimension. Il faut que je puisse utiliser l'architecture. Voici un nouveau tapis identitaire pour la ville, réalisé entièrement en pierre, qui donne naissance à un boulevard qui s'arrête de façon abrupte, mais qui ouvre la place sur le reste. Il n'y a pas ici de zone apathique. L'un de mes collègues a construit ce bâtiment il y a une quinzaine d'années, et à présent, sur la pierre, on voit qu'il y a une dématérialisation qui a lieu. On a ici une enveloppe dématérialisée en ce qui concerne donc ce magasin. Alors voilà le magasin en question, le grand magasin en question. Vous voyez qu'il est entièrement transparent. Il est construit de façon plutôt horizontale. Les ascenseurs, eux, apportent un élément de verticalité. Et de partout, on voit la place. Alors, j'ai travaillé avec František Lesak, un artiste tchèque qui travaille à Amsterdam, mais aussi à Vienne, et qui enseigne. Nous avons ici un masque translucide, transparent. Derrière, nous avons Benetton et toutes ces boutiques absolument profanes.
Alors, pour cacher tout ça, nous avons ici un livre ouvert en relief avec ce qui ressemble à du papier, mais qui en fait est en métal. 4 fois par an, avec le soutien de l'école des beaux-arts de la ville, on remplace ces éléments. Donc, ils ne sont pas fixes. Nous avons ici un appareil qui respire et qui change au fil du temps dans ce bâtiment transparent, translucide. Et surtout le soir d'ailleurs, c'est surtout la nuit qu'on s'en aperçoit. Cette ville est la ville de St. Pölten. Elle possède un parlement tout neuf, comme Canberra. Il a été construit suite à un concours. Il y a un tas d'architectes qui ont participé et je l'ai remporté, ce concours. Alors, il s'agit de construire le bâtiment du ministère de l'Éducation et d'aménager une place dans la vieille ville qui sera reliée à la nouvelle place, à cette entrée, à cette porte d'entrée de la capitale régionale. Donc, nous avons ici 2 éléments. The next. Vous voyez ici la place ancienne avec son éclairage. Bon, ce serait trop long à expliquer, mais je crois que dans ce domaine, en architecture, on fait beaucoup d'erreurs. La lumière doit être zénitale. La ville est constituée d'éléments qui exigent une lumière zénitale. On n'est pas ici à Trieste, la ville n'est pas une scénographie. Et il y a un programme de couture, que je ne vais pas vous expliquer, ce serait trop long. Mais ce qui est important, c'est que quand on a une lumière artificielle comme ça, la population peut comprendre beaucoup plus de choses que le jour en l'absence de cette lumière. Alors, si vous prenez la photo de droite, ici, par exemple, nous avons l'utilisation d'un matériau que j'adore, l'asphalte. Pour moi, c'est une invention géniale. Très souvent, on l'utilise à mauvais escient et donc on en a une impression défavorable, mais moi, j'adore l'asphalte. Je pense qu'on peut faire énormément de choses avec. Et ici, grâce à la lumière, vous voyez que les différentes structures apparaissent. On a une musicalité qui se dégage de l'ensemble. Vous voyez ici les fontaines de la place. Il y en a environ 30 en tout. Ce sont des fontaines à 3 tons, comme des instruments de musique. Il y a l'eau qui chute, qui tombe, on peut boire, on entend le bruit, on perçoit le son de cette eau qui tombe. Ces fontaines ont été conçues parce qu'en Europe centrale, pendant 4 mois de l'année, l'eau c'est quelque chose d'important parce que pendant les mois froids, on les arrête, les fontaines, et lorsque les fontaines sont arrêtées, les jeunes peuvent utiliser ces espaces pour faire du skateboard, par exemple. Oui. Nein, es müsste kommen, aber ich weiß nicht, warum es nicht kommt. J'attends une diapo qui n'arrive pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Also dieses Gebäude, das Ministerium in Österreich, ça, das Ministerium ist zuständig
ce bâtiment ministériel en Autriche, ministère des sports, de la science et de l'art. Alors, tout cela est rassemblé à l'intérieur de ce même bâtiment, dans différents bureaux. La partie haute, c'est la porte d'entrée, en fait, qui est réalisée en pierre, alors que ce qu'il y a entre les portes, ce sont des choses plutôt privées, des bureaux, par exemple. Nous n'avons pas ici un bloc, nous avons un bâtiment construit en plusieurs couches, plusieurs strates. Alors, pour faire des places, où est-ce qu'il faut aller pour apprendre? Eh bien, c'est en Italie. Moi, j'ai un appartement et un atelier à Venise. Je navigue entre Stuttgart, Vienne et Venise, et c'est à l'intérieur de ce triangle que ces travaux voient le jour. J'ai fait beaucoup de choses en Italie ces dernières années. Ça, je crois que c'était une de mes premières places à Cormons, dans la capitale du vin italien. C'était une ville plutôt morte, avec une place avec un sol sablonneux. Et ce sont les viticulteurs de la région qui ont mis la main à la poche pour que soit aménagée une nouvelle place. Elle avait été conçue au départ par Jurara. Ici, vous voyez l'église, il y a un escalier très très haut qui a été raccourci. On a créé un théâtre en plein air pour des concerts de musique de chambre. Et tous ces espaces sont de nouveaux porteurs d'identité qui sont liés à l'histoire du lieu et à ces petites histoires. Alors, attendons de voir ce qui se passe du côté droit de l'écran. En arrière, c'est possible? Non. Alors vous procédez à gauche. Attends, jetzt kann man procéder normal, no? It's no experiment. Oui. Das ist die Stadt Triest, woher ich stamme. Die Arbeit war eben den neuen Platz zu entwerfen, eine morphologische Untersuchung, aber das Wichtigste ist, dass an diesem Platz die Architektur aus einer bestimmten Zeit stammt, von Architekten der Ringstraße. Das heißt, auch diese Vis-à-vis und das Dialog, die sind eine Familie. Will man eine Textur, ein Imago à partir du moment où on voulait avoir une texture, une image pour cet endroit de dimension assez importante, il fallait faire en sorte que le vide et le plein, c'est-à-dire l'enveloppe et son contenu, nouent un dialogue. Vous voyez ici le rouge et le bleu, le plein et le vide, qui forment une sorte de réseau. Et vous voyez à quel point ce réseau devient plus dense, ce qui permet de donner à la place une structure. La place n'est pas un ornement, la place permet d'avoir un écho. C'est une surface où on a un écho. Et ceci est reflété dans le dialogue. C'est un petit peu conçu comme un trampoline, comme dans la mer. Les bananes, les logis au premier plan, ce n'est pas tellement ça qui va intéresser, mais jusque dans les années 1920, on retrouvait toujours le retour vers Ithaque, la mélancolie de l'horizon, ces éléments bleu turquoise.
Vous voyez que ces éléments sont soutenus par des cartes postales en bronze assez grandes de James Joyce, qui a été beaucoup inspiré par Trieste et par l'Italie. C'est un mélange d'anglais qu'il a écrit la plupart du temps quand il est dessous, avec du dialogue de la région. Et vous voyez ici cette horizontalité, cette calligraphie sur le sol. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez lire la calligraphie et parallèlement, vous avez une perception de l'horizon. Alors, Vérone, qui est l'une des plus belles villes de la Vénétie, vous voyez le travail réalisé sur la liste principale, sur la rue principale, avec la liaison entre cette place et cet endroit. Le décumaneur du Moyen-Âge a été brisé. Et là, je n'ai pas essayé de revenir en arrière, j'ai essayé de renforcer cette fracture, ce chaos, ce qui fait que maintenant nous avons un grand nombre de petites placettes. L'une où Rome est déclarée, l'autre où la fonderie est installée. Henri Moore, les grands sculpteurs européens ont tous travaillé dans cette fonderie. Ensuite, le ghetto détruit par les fascistes, qui a été repris sur le plan morphologique, qui a repris une nouvelle structure. Et vous voyez ici l'action de la place que nous avons transposée dans une texture exprimant la joie de vivre. Ce parcours narratif se retrouve dans toute la ville. Als Identitätsträger der Stadt implantiert. Das ist Split, ja. Wie lange haben wir noch? 5 Minuten? Oui, 5 minutes maximum. Also, das ist Split, die zerstörte Morphologie des Diokletian. Une morphologie détruite du palais de Dioclétien, le palais éthéré. Vous voyez ici à nouveau le concept d'îlot en avant. Vous voyez ces îlots de pierre qui ont été transformés, qui sont devant la ville et qui ont été transformés donc. Vous voyez ici un projet à Berlin. Vous pouvez passer plusieurs diapos. Zack, zack, zack. Venise, le musée d'art moderne, zack. Zack. Voici des chantiers assez récents à Milan. Vous voyez la zone des musées. Bon, évidemment, je ne peux pas tout vous raconter. Ensuite, maintenant, une sorte de boîte noire, un bâtiment aveugle, Asie, Afrique, Amérique du Nord, avec des tapis, une lumière artificielle. Et tout cela s'articule autour de ce parcours, vie de ce parcours. La façade devient le même chemin. Das heißt, die Fassade wird praktisch zu einem neuen Weg. Devient un nouveau chemin. The next. Milano, eine Stadt, in der ich jetzt auch arbeite, internationale, dans laquelle je travaille. Cet architecte, Sotomora, Celli, etc., qui viennent de la même famille d'architectes, qui ont le même âge, ont travaillé ici. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Là, vous avez la Bovisa, l'université, et vous voyez également une église qui doit être construite. Alors, il y a toujours le problème, bien sûr, de la reconnaissance, parce que là, il serait absurde d'avoir un campanile. C'est la raison pour laquelle nous avons opté pour une croix à 3 dimensions. Et maintenant, vous voyez une sorte de bandage autour de l'église, c'est donc une métaphore textile avec la croix, la chapelle qui reçoivent la lumière du nord reflétée par une plaque d'albâtre. Cela permet justement de résumer le tout en un cube blanc avec ces lamelles de 8 mètres de long qui permettent de voir le centre, l'auditorium, la loggia, etc. Der Raum ist ein lineare, kristalline, abstrakter Raum, abstrait, in dem linéaire, aber cristallin, Nischen
avec des niches singulières, des niches plurielles, avec une lumière. Fiedler a dit que l'or était la seule couleur sans profondeur. Donc vous voyez cette bande d'albâtre qui amène la lumière du nord sans pour autant arriver directement sur le visage de l'officiant. Turin. Galopp, jetzt machen wir ein Galopp, oder? Là, on se dépêche. Galopp. Wolkenkratzer, the next. Les gratte-ciels. Là, c'est de la Biennale de Venise, Stuttgart, là aussi c'est une nouvelle ville. Vous retrouvez ces cours. Nous sommes en train de lifter les villes Milan, Turin, Stuttgart, et ces villes se transforment en nouveaux terrains urbains où les villes servent justement de jonction avec les espaces verts de la ville, toujours en jouant sur cet aspect végétal, polychrome, texture, avec des boulevards qui permettent d'arrêter les zones grises. C'est un petit peu comme une flanelle. Nous avons à nouveau une dichotomie qui confère une nouvelle identité à la ville. Ce sont donc des nouveaux bâtiments et vous voyez ici la jonction qui a été opérée. Voici les nouvelles rues, les nouvelles places. Seulement à droite. À droite. Attention, s'il vous plaît. Das ist Genf. Genève. Der erste Preis, Genève, Platz der Nationen. La place des Nations. Chaos heute. Le chaos incarné aujourd'hui. On s'est efforcé avec ces cèdres de regrouper des élémentations. Vous voyez des portails de lumière, vous voyez le trafic et là vous voyez les ethnies orientales, méditerranéennes, alpines qui se reflètent dans ces îlots technique avec la lumière, avec l'eau, etc. Ce qui permet justement de donner un aspect translucide et transparent aux structures de la ville. Nous avons travaillé avec James Turrell, avec des artistes de la lumière, et nous avons réussi à implanter un chaos dans le chaos pour créer un nouvel élément spatial. Salzbourg. Auch ein Dialog. Là aussi, nous avons un dialogue, une place détruite, Mozart, la coupole de Fischler von Endlach, avec une nouvelle perspective. Et vous voyez à gauche ce désert absolument épouvantable. Là, nous avons à nouveau la lumière. Et pour finir, le dernier projet pour la Biennale à Venise, il s'agissait d'avoir des nouveaux bâtiments. Et là, vous voyez à la jonction, à l'articulation, un problème de chaos. C'est un chaos merveilleux tout de même. Là, nous avons la gare et là, nous avons une ossature pneumatique que nous avons expérimentée à Stuttgart qui nous a permis de créer une nouvelle place urbaine avec des tramways, avec des voies pour les véhicules et avec une sorte de monument souvenir pour l'eau. Vous voyez ici la gare qui a été rénovée, qui d'ailleurs doit accueillir un nouveau centre d'affaires et des lieux de divertissement, toujours avec ces ponts, ces passerelles qui permettent d'établir la jonction avec les nouveaux quartiers de la ville. Vous voyez maintenant ces grandes structures, ces grands axes qui ne sont pas coupés à la verticale. Nous avons ici des façades avec un rapport à la vitesse. Et ici, nous avons de grandes places urbaines couvertes avec toujours ces films que nous avons utilisés qui sont 30% moins chers que le verre, qui ne brûlent pas, qui ne se brisent pas. Vous voyez ici le centre d'affaires, les lieux de divertissement, toujours ouverts sur le Prater, sur ces merveilleux espaces verts de Vienne. Là, nous sommes en pleine reconversion de la gare avec le nouveau centre des affaires, toujours cette silhouette de verre. Und weil die Bahn sich wünscht, auch verschiedene Module
chemin de fer, la société des chemins de fer voulait qu'on lui propose plusieurs concepts, plusieurs modules. Là, ce sont les nouveaux toits avec ces câbles, cette infrastructure au plafond. Et vous voyez ici les façades de verre avec des ressorts et des sortes de cordes élastiques qui transpirent en quelque sorte, qui peuvent se déplacer. Et là, ça n'est pas un concept pneumatique. Nous avons utilisé un plissé d'aluminium pour recouvrir l'ensemble. Avec toujours les différentes solutions qui sont mises en œuvre. Là, vous voyez la gare rénovée, cette nouvelle architecture vers le Prater et cette grande place couverte. Voici les missions qui seront les nôtres et je pense que cela dépasse largement l'architecture. Nous devons également tenir compte bien sûr du financement de Bruxelles, mais il faudra repenser la ville pour qu'elle ne se contente pas d'avoir des musées ennuyeux, des salles de concert, mais pour en faire un nouveau lieu de rencontre, une nouvelle articulation pour garantir justement que les gens se rencontreront avec des points culminants. Je crois qu'à l'avenir, c'est surtout cela qu'il faudrait financer, comme d'ailleurs ce type de structure. Voilà. Merci.